13h30 sur Europe 1, toute l'actualité avec vous Céline Géraud. Le Kremlin dit que l'émissaire américain Steve Witkoff va transmettre un message de Vladimir Poutine à Donald Trump. La proposition de cessez-le-feu en Ukraine suscitant à la fois des réserves et un optimisme prudent, selon Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Le Groenland n'est pas ouvert à l'annexion. Le Danemark oppose une fin de non-recevoir aux propos de Donald Trump qui a répété hier vouloir annexer l'immense territoire autonome danois. Et c'est dans ce contexte international qu'Emmanuel Macron réunit les principaux industriels de l'armement français aujourd'hui à l'Elysée. Le chef de l'État veut savoir s'ils sont capables d'augmenter leur production. Comment faire baisser la tension avec les États-Unis sur les taxes douanières ? La question sera posée. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, veut ouvrir les discussions pour éviter, je cite, une guerre idiote. Donald Trump a menacé d'imposer à la France et à l'Union européenne des droits de douane de 200% sur le champagne, les vins et les spiritueux. Enfin, 5 ans après l'assassinat de Samuel Paty, le collège de Conflans-Sainte-Honorine où il exerçait va officiellement prendre son nom aujourd'hui. Une plaque va être dévoilée cet après-midi en présence de la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne et de la sœur de Samuel Paty. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous Céline Géraud et aujourd'hui Raphaël Steinville et Gilles William Goldnadel. Et on continue à parler de cette crise internationale qui profite à Emmanuel Macron, qui retrouve des couleurs et se replace au centre du jeu en brandissant la menace russe. Emmanuel Macron que certains accusent de vouloir faire peur aux Français pour remonter dans les sondages. En attendant, ça marche. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, invité d'Europe 1 ce matin et de CNews, s'est exprimé justement sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est là où il doit être, c'est-à-dire qu'il se bat pour faire en sorte que la France et l'Europe puissent être audibles au niveau international dans un moment de tension extrêmement forte. On peut nier la guerre en Ukraine et se dire finalement c'est qu'à 1500 km de Strasbourg, c'est pas très grave, et qu'au fond, Poutine, c'est pas notre sujet. Nous, on dit que c'est notre sujet, et que c'est très grave pour l'Europe ce qui est en train de se passer depuis 3 ans, et que nous devons accepter que les temps sont plus durs, que la France, comme le reste de l'Europe, doit faire sa part pour se protéger. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République ce matin sur Europe 1 et CNews. Une posture alarmiste, Raphaël Steinville, qui lui permet quand même de grimper de 7 points dans les sondages ce mois-ci. Est-ce que c'est un sursaut durable ou c'est éphémère selon vous ? Ce sursaut, il ne durera que tant que dure cette incertitude autour du cessez-le-feu. Mais plus les jours avancent, plus finalement cette perspective de voir cette bulle se dégonfler. Comme à chaque fois, Emmanuel Macron a su tirer profit de ces périodes de tension. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Et là encore une fois, mais presque à contretemps, et même complètement à contretemps, mais parce que Emmanuel Macron et ses relais ont saturé l'espace médiatique de telle sorte que vraiment les Français ont été persuadés que les Russes étaient presque aux portes de Paris. Il est parvenu à se remettre au centre du jeu politique français, mais parce 15 millions de téléspectateurs lors de son allocution. Mais parce que beaucoup de politiques finalement se sont refusés à porter la contradiction au chef de l'État, de peur d'être accusés d'être des soutiens de Poutine s'il devait dire quelque chose d'inverse. Et donc ça fonctionne, l'espèce d'effet drapeau, le patriotisme brandi comme ça. Pour autant, je pense que c'est très largement une fable entretenue par l'Élysée. Et vous pensez que ça va s'essouffler ? Vous êtes d'accord ou pas, Gilles-William Goldnadel ? Je ne sais pas si ça va durer 3 jours ou 3 mois. Pour le reste, je suis d'accord avec l'analyse. Il n'y a pas que la peur de la Russie. Il y a aussi les extravagances de Trump, oui. le fameux discours. Moi, je le voyais, si j'ose dire, gros comme une Maison Blanche. Arriver ça, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il ne fallait pas compter sur le bouclier nucléaire américain qui sont dans l'isolationnisme. Mais là, ça apparaissait de sa manière la plus crue, donc il en a joué. Pour le reste, sur le fond, je maintiens que moi, je regarde qui me parle. J'ai pas besoin de M. Macron pour savoir tout ça. Je sais que M. Macron, c'est quelqu'un qui dit tout et son contraire. C'est quelqu'un qui a refusé l'effort militaire
dès son arrivée, qui était proposé par Général de Villiers. C'est quelqu'un qui a ruiné financièrement le pays avec le quoi qu'il en coûte et l'argent magique. Mais les Français ont cette capacité aussi à effacer l'ardoise, vous avez remarqué, hein, ils n'ont pas souvent, on se souvient de ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe pour sa cote de popularité, quand même, on peut s'interroger. Alors là où vous avez 1000 fois raison et trop raison, c'est que s'il y a un peuple français qui a été éduqué dans le culte de l'argent magique et de l'assistanat, c'est vraiment le peuple français. Ça, il faut pas faire beaucoup d'efforts pour l'en convaincre. On se souvient que lors de l'intervention française au Mali, François Hollande aussi, à l'époque, avait connu un bond de popularité, tout comme Mitterrand lors de la guerre du Golfe. Là, on est dans la même situation, avec cet effet waouh qui, selon vous, et qui se traduit dans les sondages. Si on reprend les enquêtes d'opinion en mars 2020, au moment du Covid, il était à 32%. Le 30 mars, après finalement que cette crise, cette pandémie s'installe, il gagne 11 points après son intervention et avoir assuré qu'il serait là pour défendre les Français. Au moment de l'invasion en Ukraine, le 16 février, donc juste avant, il est à 40% de bonnes intentions. Le 9 mars, il est à 51%, donc plus 11%. À chaque fois, c'est systématique et il arrive à mobiliser, alors avec des discours grandiloquents, mais il y a quelque chose qui est assez terrible, je trouve, dans cette situation, c'est que autant lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, autant lors de l'irruption de cette pandémie, il y avait quelque chose de nouveau, mais là, ce grand théâtre, au moment même où on parle d'accord de paix, de cessez-le-feu, il y a quelque chose de tellement décalé que c'en est vraiment sidérant. Mais c'est pire encore que ça, Raphaël. C'est une fantastique diversion. Parce que pendant qu'on parle du danger russe, on ne parle pas du tout du danger islamiste, on ne parle pas de l'Algérie, on ne parle pas de Boualem Sansal, c'est terminé. Donc c'est ça qui me rend, je dois vous le dire, assez furieux. Et cette popularité, cette situation internationale, elle ne profite pas à tout le monde, puisque François Bayrou, lui, dans le même temps, perd 5 points. Et justement, j'y viens. Est-ce que cette embellie d'Emmanuel Macron ne relègue pas finalement au second plan François Bayrou ? Parce qu'il marche sur ses plates-bandes aussi. Je parle de politique intérieure, là. Mais parce que la politique intérieure a été totalement évacuée. Donc aujourd'hui, seul finalement et le chef de l'État et son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, occupent le devant de la scène. Donc on oublie d'ailleurs l'humiliation de François Bayrou qui dans l'affaire algérienne qu'évoquait Gilles William a perdu le bras de fer qu'il voulait mener avec les autorités algériennes au profit d'une position beaucoup plus consensuelle, voire à plat-ventrisme du président. Donc c'est ça, oui, c'est le président qui aujourd'hui est aux commandes, aux seules commandes. Ah, c'est sûr qu'il n'inaugure pas les chrysanthèmes. C'est sûr qu'il est ravi de voir, je n'oserais pas dire de manière narcissique, mais je n'en pense pas moins, d'avoir davantage de rôle. Je dois, à la vérité, de dire sans grand plaisir que Monsieur Bayrou l'aide un peu, la présence de Monsieur Bayrou ces derniers temps. Et c'est lui qui fixe le cap, Emmanuel Macron, qui fixe l'agenda, et finalement François Bayrou, lui, c'est pas qu'il est relégué, mais voilà, il va devoir trouver des solutions pour financer tout ça. Je n'ai pas l'impression que dans ces dernières semaines ou dans ces derniers jours, il imprime beaucoup, comme disent les jeunes. Donc j'ai l'impression aussi que la personnalité en ce moment de Monsieur Bayrou facilite encore le jeu de Monsieur chef de l'État. Et à 13h38, je voulais aussi revenir sur cette actualité, cette polémique qui enfle ces dernières heures. Marie Barsac, la ministre des Sports, qui dénonce les confusions entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Et elle s'est opposée à la loi sénatoriale qui prohibe le port du voile en compétition. Pour elle, le voile n'est pas synonyme d'entrisme. Est-ce que le voile islamique résume l'entrisme ? La réponse est non. Il y a des femmes qui exercent leur liberté religieuse, comme la loi de 1905 l'autorise. Dans notre pays, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça et elles en ont le droit, et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de démocraties. Je n'accepte pas que l'on refuse de serrer la main à une femme, évidemment, dans le sport. Je ne tolère pas qu'on stoppe un match pour faire une prière. Ça, c'est non, c'est clair. Mais combattre ces dérives, c'est accompagner les acteurs de terrain. D'accord, pas d'accord. Gilles William Gonaldel sur cette sortie de la ministre des Sports.
Écoutez, j'ai du mal à comprendre parce que j'avais cru comprendre que c'était le parti qui avait été pris sur le plan réglementaire, sur le plan gouvernemental. Et puis on sait bien que l'entrisme des frères musulmans, il s'exerce principalement dans le domaine sportif. Donc c'est d'une naïveté, d'une candeur incroyable. Je vous mentirais en disant que c'est obsessionnel chez moi, ce combat-là, c'est vrai. Mais ce qui fait plaisir aux frères musulmans ne me réjouit pas particulièrement. Alors, elle connaît le sport, Marie Barsac, elle le défend, elle est courageuse. Je rappelle qu'elle bossait au comité d'organisation des Jeux Olympiques, mais voilà, elle n'est pas politique, Raphaël Steinville. Et là, pour vous, elle fait une erreur ? D'abord, c'est à se demander si elle a lu le rapport de Julien Audoul et de Caroline. Elle dit qu'elle l'a lu, mais qu'elle n'a pas les chiffres. Elle n'a pas les mêmes chiffres. Yadan, c'est à se demander si elle a écouté aussi ce que disent un certain nombre de responsables de fédérations qui sont demandeurs d'une loi pour justement empêcher cet entrisme de plus en plus manifeste des frères musulmans dans le sport. Donc j'ai l'impression que il y a une soumission de la ministre. Ça n'enlève pas ses qualités. Je ne dis pas qu'elle ne connaît pas le sport. Elle dit qu'elle a lu le rapport, mais qu'elle n'a pas les mêmes chiffres. Eux, ils parlent de 500 clubs confrontés à des comportements communautaristes. Elle dit que ces chiffres ne sont pas les mêmes. Une commission parlementaire. Ils ont investigué, ils ont rencontré un certain nombre d'acteurs sur le terrain, et je pense que leur travail ne peut pas être remis en cause et balayé par la ministre des Sports, et qui, en la matière, me semble-t-il, fait preuve d'une immense naïveté. Alors, c'est une proposition de loi Les Républicains qui a donc été proposée par le Sénat et adoptée, et ça fait réagir, y compris au sein du gouvernement. On entendra dans quelques instants, vous restez bien avec nous, justement Sylvain Maillard, qui ne suit pas, pour le coup, la ministre des Sports sur ce sujet. À tout de suite. 13h41, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.